lambda Mhm. appartenant à R, il existe une suite d'éléments xn de z crochet alpha, Ouais, puissance n, qui tend vers lambda. Du coup. ok. Et du coup, à ce moment-là, on sait que f de xn est égal à f de xn plus 1, je peux le par récurrence. Mhm. Et du coup, ça implique que f de x0 est égal à f de x1 est égal à jusqu'à la limite Ouais, est égale à f de lambda. ouais, ok, c'est ça, c'est l'idée. Euh, Ce que j'avais fait, mais c'est la même chose que tu avais fait. Moi j'avais pris un x0 dans R, et ensuite mon but c'est de prouver que t'as du coup pour tout x, f de x0 égale f de x. Ouais, voilà. Et en fait, bon après il y a des résultats un peu à démontrer entre temps. F de x égale f de x0, ça prouve bien que c'est une fonction constante. Ok, il faut Ouais. montrer ça. Et pour ça, donc tu prends ton x et tu vas trouver une suite, donc an, waouh, je sais pas écrire, an qui tend vers x moins x0, qui tend vers la différence des deux. Et donc du coup, alors après il faut démontrer un petit résultat, le fait que toutes les combinaisons linéaires de périodes des racines de 2 sont toujours périodes, ça faut le démontrer. Je vais le noter ici. C'est assez facile à démontrer. Hein. Toutes les combinaisons linéaires linéaires entières, c'est des combinaisons linéaires entières, évidemment. Entières de 1 et racine de 2. Et racine de 2 sont périodes. Et du coup, avec ça, bah, en fait, tous les éléments de z crochet alpha sont périodes. Voilà, c'est ça. Et du coup, l'idée ensuite, c'est que tu prends ton f de x0. Tu dis qu'en fait, f de x0, c'est f de x0 plus an tout le temps. Tu as le droit de l'écrire, vu que an, il est dans z crochet alpha. Et ensuite, par continuité, t'obtiens que cette suite-là, en fait, elle tend. Ça, elle tend vers f de x. Et du coup, t'en déduis f de x égale f de x0. Voilà. Classique, bon, ok. On pourrait construire une fonction f non continue qui est pas constante. Oui, je pense avec des trucs non continus, c'est possible. Mais c'est assez infâme quand même. Ah, je pense que c'est infâme à construire. Hein. Je pense qu'en fait, il faut une fonction dense dans deux ensembles. Typiquement, genre, j'aurais dit, je sais pas pourquoi, mais intuitivement, ça m'a l'air de bien marcher. J'aurais dit ça. X, si, non, 0 si c'est rationnel et... Ouais, voilà. Un truc comme ça. Ah, putain. C'est ce que je viens d'écrire. C'est vraiment ça. Indicatrice de Q. Moi, je pense que ça fait un contre-exemple. Contre-exemple pour f non continu. Parce qu'il y a une histoire de densité, je pense que ça marche bien. Par récurrence, il y a un type qui propose par récurrence. Pour quelle preuve exactement par récurrence? Peut-être celle-ci. Celle-ci, éventuellement par récurrence, ouais, ça doit marcher, ça marche très bien, je pense. Par récurrence. Et là. Je vais afficher en même temps, comme ça. Et là, alors faut bien préciser, mais an est dans z crochet alpha, c'est super important. Non, crochet racine de 2. Voilà, sinon rien ne fonctionne. Je précise un peu par densité. Z crochet alpha. Oui, alors cette petite preuve, bon là beaucoup plus compliquée. Elle est dense dans R. Je regarde un peu. Non, justement pas par récurrence. Celle-ci pas par récurrence. Waouh, je comprends pas exactement de quel truc tu veux parler. Quelle preuve qu'on peut ne pas faire par récurrence? Je ne sais pas. Bref, tu disais donc cette preuve-là. Oui, donc déjà, comme tu as dit, on a Z qui est un sous-groupe de R. Ouais, mais ça peut être intéressant. Oui. Je crois que je sais pas si c'est un si et seulement si ici. Ah ouais? Oui, en gros, c'est l'inverse. Alpha irrationnel. J'ai un doute si c'est un. Ça, je pense que c'est un.
Je pense que c'est un si et seulement si, mais là c'est pas l'objectif de le démontrer. Ouais. C'est un peu plus technique, je Ouais. pense. Je sais pas comment on fait une flèche à droite. C'est grand L, puis left. Ah oui. T'écris Ouais, left, ok. mais vraiment, ouais. Bon voilà, c'est ça. Donc Z crochet alpha est un sous-groupe de R. Donc là de ça on peut en déduire plusieurs trucs. Il faut connaître la caractérisation des sous-groupes de R. Qu'est-ce qu'on a en sous-groupe de R? Qu'est-ce qu'on a en ce groupe de R? Comment ça? Ah oui, soit c'est dense, soit c'est. Ouais, c'est ça. Soit c'est dense, Voilà. soit c'est de la forme du coup. M, M, c'est ça. Et donc si on suppose que c'est de la forme M, M truc, donc on dit qu'on a Z crochet alpha. Là on obtient une absurdité assez rapidement. Z crochet alpha, je regarde vite fait les coms, qu'est-ce qu'ils disent. Si c'est rationnel, tu prends les dénominateurs, ça fait un sous-groupe monogène. C'est possible que ça marche. Il y a moyen. si tu prends le numéro, ça fait un sous-groupe monogène. Non mais non, justement, ouais, on veut montrer l'autre implication en fait. Ah oui, d'accord, oui, en fait ça permettrait de démontrer si et seulement si sa technique. Oui, ok, d'accord. Ouais. Ok, bon là, pour montrer l'autre implication, en tout cas, faut utiliser ça. Donc si alpha z, enfin si ce truc-là est de la forme z alpha égale mz, et du coup, m c'est le minimum. Ok, et bah là tu peux choper une absurdité facilement, normalement. Je sais pas si tu vois comment faire. Alors attends. Si Z crochet alpha inter. Ça va, inter R. Non, non, c'est tout le temps inter, rien du tout là. C'est juste il est de la forme comme ça. Bon, bah, en gros, c'est-à-dire que son inf n'est pas égal à 0 du coup. Ouais, c'est ça, mais du coup, ce qui est plus important, c'est de dire que z crochet alpha était de la forme mz. Mais je vais préciser un peu, où m égale l'inf. Bah attends, c'est logique, mais c'est super simple. Ah non, attends, pardon, parce que M n'est pas forcément. Ok. Z crochet alpha. Z crochet alpha, cap, non, c'est cap. Oui, mais non, parce qu'il y a un résultat qui est, si c'est de la forme MZ, le M justement, c'est pas un inf, c'est un min. Oui, du coup, c'est ça, oui, l'idée. Donc c'est ouais, c'est un min, du coup il appartient au truc. Oui, C'est important. oui, oui, oui. Et du coup, le fait que. Bah, c'est logique parce que tu évalues juste en. Dans grand Z, là tu prends Z égale, enfin grand Z égale 1 et tu fais apparaître N, M. Excuse-moi. Du coup, ça veut dire que M appartient à Z crochet alpha. Ouais. Donc du coup, M est égal à A plus B alpha. Et ensuite, tu vas essayer d'exprimer sur une autre manière. Ah non, attends, c'est juste ça en fait. C'est juste ça? Non, c'est pas juste ça. En fait, là, il y a une hypothèse qu'on n'utilise pas encore depuis le début. Alpha est irrationnel. Ouais. Enfin, c'est l'hypothèse principale, hein, globalement. En fait, alpha est égal à M moins A sur B, mais rien ne dit que M est un rationnel. Du coup, Et bah justement, tu vas essayer de caractériser M ou pas. Tu prends deux éléments très faciles à exprimer qui sont dans Z crochet alpha. Un rationnel et un irrationnel dans Z crochet alpha. oui, 1 Merde, et, pas ça. 1 et alpha. Ouais, c'est ça. Et donc, Et, ouais, 1, tu peux l'écrire sous la forme MK. ouais, c'est ça. Alors attends, 1 égale MK. 1 égale M est MK, la forme c'est ça. Et on a un deuxième truc. Putain, j'arrive pas à écrire direct. A est égal à MK prime. Et du coup, ouais, alpha égale à un MK prime. Et donc au final, on obtient que M est à la fois rationnel et à la fois... Il y a là K prime sur K du coup. Ouais, c'est ça. Et donc en gros, tout ce absurde, car alpha... Avec les sous-groupes homogènes, c'est stylé, mais j'ai pas encore la théorie sur ça. Ouais, en vrai c'est facile. Ce groupe monogène, c'est facile. Hein. Voilà. Et, ouais, je sais, mais tu sais, il y a certains théorèmes qui sont super importants. Ouais. Bah, il y avait un vrai exo que j'ai vu. Assez intéressant. Je peux le montrer rapidement. En vrai, je peux le faire. Il est cool. En gros, tu prends... Je sais pas si t'as beaucoup de théories, mais on va voir. Donc, tu prends soit G... un groupe fini... Enfin non, un groupe... Allez... D'ordre 8, non abélien.
Ah oui, Je te l'avais envoyé, je crois. Ok. Et donc, il faut montrer... Ordre de 8. Hein? C'est-à-dire que d'ordre 8, donc il est engendré par un élément et c'est 8 périodiques en quelque sorte. Je... Non, parce qu'il est abélien. Non, j'aurais juste dire... Oui, en fait, ordre, c'est juste la taille ici, d'ordre 8. Ah oui, ok, pardon. Okay. C'est juste sa taille. Cardinal ou ordre, c'est la même chose. Voilà. Et donc, du coup, il faut montrer déjà... montrer qu'il existe un élément qu'on va appeler x ici. Un élément x dans G d'ordre 4. Je rappelle juste... D'ordre 4, c'est-à-dire que puissance 4 égale... C'est ça, x puissance 4 égale 1. Égale 1, ouais. Alors juste j'ai un problème, là ça va pas. X puissance 4, voilà, égale 1. Voilà, c'est l'idée. Et petite remarque très intéressante, c'est que le sous-groupe engendré par x, je sais pas si tu connais la notation. Sous-groupe engendré par x. Ah oui, oui, comme ça. C'est ça. C'est les x puissance n. Oui. Putain, c'est un supplice. Pour n dans z. Ok, et du coup, un gros théorème sur les groupes finis, c'est... Bon, là, je te laisse un peu réfléchir dessus. Tu vas voir. Ils sont de la forme z sur nz? Non, attends, c'est pas... Non, ils sont pas de la forme, ils sont isomorphes à z sur nz, il me semble. Je sais pas, honnêtement, là, je sais pas, j'ai pas le cours. Non, là, je parle plus du théorème de Lagrange. Parce que du coup, l'ordre de tout élément de G, en fait, est divisible par... Enfin, divise 8. Ok, c'est ce qui est intéressant. Ouais. Théorème de Lagrange. Vu que c'est un sous-groupe... Enfin, le sous-groupe monogène engendré par X, il nous dit bien ça. Ouais. Ok. Right arrow, SM... Ouais, il nous dit que il va exister un n à partir duquel x puissance n est égal à 1. Oui. C'est périodique. Non, il nous dit pas ça, attention. Oui, c'est ça, oui. Ouais, en gros, il nous dit que ce n là sera, enfin, divisera 8. Tout élément de x possède un ordre qui divise 8. Voilà, c'est ça. Tout élément de G plutôt, possède un ordre qui divise 8. Et c'est ça le théorème de Lagrange, et c'est grâce à ça qu'on va utiliser. Donc, je sais pas si tu vois l'idée qu'il faut avoir pour montrer qu'il existe un élément d'ordre 4. Alors, déjà ça va se baser sur le fait que c'est pas abélien. Oui. Je vais noter G comme A1 jusqu'à A8. Du coup, si on prend un X quelconque de G et que je prends son groupe, enfin le générateur, donc on l'a dit, c'est un sous-groupe de G. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça veut dire qu'il va exister un N qui va être du coup dans 1, 2, 4, 8. Oui. Qui, tel que, tel que... Et je pense que du coup, l'idée, ça va être de déterminer toutes les autres... Enfin, d'éliminer toutes les autres possibilités. C'est ça, ouais, c'est une disjonction de cas, en fait. Donc, x égale à 1, bah, ça c'est évident. Parce que, du coup, 1 appartient bien à G. Oui. Alors, du coup, tu fais un absurde, là? Ou pas? Ouais. Oui, ok, on est d'accord. C'est bien ça. Tu supposes qu'ils ont tous, supposons que tout élément de x différent évidemment de 1 possède un ordre différent de 4. Et donc là, effectivement, on raisonne par disjonction de cas. Donc si l'ordre de x c'est 1, bah, c'est x égale 1, donc c'est déjà pas ça. Ça signifie que x égale 1. Ok, maintenant si l'ordre c'est 2. Donc si x carré égale à 1, ouais, donc supposons que tout élément, donc il va falloir essayer de composer pour retourner sur nos pattes. Ouais, alors il y a un type qui a donné à peu près l'idée, donc regarde pas.
Je pense que c'est ce que tu penses, ce que tu viens d'envoyer. Je pense que c'est. Je pense que ça marche. Enfin, c'est l'idée que j'avais en tout cas. Bref, si l'ordre égale 2, c'est Ouais, donc si l'ordre égale 2. ce qu'on appelle un groupe d'involution. En gros, t'as x carré égale 1. Oui. Ça s'appelle, enfin, un élément d'involution, ou je sais plus exactement. Bref, et une propriété super intéressante sur ces éléments x carré égale 1, en fait, ça signifie quoi? X égale x moins 1. Oui. Ok. Du coup, maintenant, trouve une absurdité avec ça. Je vais chercher 2 minutes. C'est x égale x moins 1. Donc on a supposé que t'avais ça. Ah ouais, mais ça c'est pas forcément vrai pour tous les éléments de G. Tu peux en avoir d'autres qui sont d'ordre 8 du coup. Si, oui. Oui, en gros, oui. Ça, On prend un élément, soit x, soit x dans G. Et on dit que en x fait, est différent de 1. comme c'est impair, enfin, c'est bizarre, x est différent de 1, donc il reste 7 autres éléments, et quand tu, comme tu as x égale x moins 1, c'est bizarre parce que c'est un nombre impair du coup. En fait, genre, globalement, quand tu vas réunir du coup les x, x moins 1, comme t'as que un nombre, enfin comme il te reste que 7 éléments, Ouais. qui est un nombre impair, du coup il va te rester à la fin un élément qui aura pas de, enfin qui se conforme, enfin qui va pas marcher quoi. Ok. Mais c'est pas du tout, enfin c'est pas vraiment l'idée du nombre d'éléments. Là, c'est plus le fait que ça soit non abélien. Ah mais putain, j'avais oublié que le fait de se... Ah mais oui, Et j'avais ouais. oublié ça. Il faut pas oublier cette hypothèse-là. Bah oui, du coup. Attends, c'est bizarre. Attends. C'est non abélien, et là on dit en gros. C'est non abélien. Alors juste, faut éliminer le cas ordre 8 avant pour être sûr que ça fonctionne. Juste si l'ordre de x égale 8, ça signifie quoi? X puissance 8 est égal à 1, donc x puissance 7 est égal à x moins 1. Mais c'est pas vraiment ça qui nous intéresse. Là, c'est plutôt du coup le cardinal. Tous les sous-groupes monogènes sont inclus dedans, et là on a une égalité de cardinal, donc x est, enfin le groupe engendré par x. Ah oui. En fait, c'est G. C'est juste G. Ok, ouais. Bon, tu connais pas trop bien les propriétés des groupes cycliques, du coup c'est pas facile, mais voilà. Et du coup, un groupe cyclique, en fait, il a quoi comme propriété essentielle qui vient contredire direct une hypothèse? Un groupe cyclique, bah, c'est qu'il est jamais engendré par. Bah, en fait, oui, c'est qu'il est abélien du coup là. C'est ça. Et en fait, un groupe cyclique, c'est abélien. Et voilà. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, donc l'ordre de x égale 8, c'est pas possible. Ok. Donc c'est encore plus simple que l'ordre de 2. J'aurais pensé que c'était 8 qui posait plus de problèmes. Non, il est simple, lui. Donc en fait, une fois qu'on a éliminé ces cas-là, là on peut dire, bah maintenant qu'on a dit pour n'importe quel élément différent de 1, son ordre c'est forcément 2, ok? Ouais, c'est ça. Et du coup là ça va être intéressant, on va pouvoir... Bah oui, du coup c'est complètement... Ouais. Du coup on va pouvoir avoir en fait tous les éléments de G. Tous les éléments de G sont des involutions. Ouais. On peut même dire que tous les éléments de G, même l'identité, puisque l'identité, son propre inverse, c'est lui-même, donc en soi, ça fonctionne très bien aussi. Et aucun souci. Et donc maintenant, là, on va s'intéresser à ça. Là, c'est le dernier truc. Il va falloir que xy égale yx. Ouais, c'est ça, bonne idée. Donc, du coup, comme c'est son propre inverse, c'est-à-dire que si tu multiplies, donc tu as xy, tu multiplies par y, tu obtiens x, tu multiplies par x, tu obtiens 1. Ok. Non, alors attends. Utilise à balle l'hypothèse x égale x moins 1. Ouais. Donc xy va être égal à x moins 1. Ouais. Y moins 1. Ouais, sauf que quand tu prends xy le tout moins 1, c'est égal à y moins 1, x moins 1. Donc ça permet d'inverser en fait. Oui, donc en fait ça c'est égal à yx le tout moins 1. Voilà, c'est ça. Ok, dernier truc maintenant. Et du coup, ensuite tu vas juste passer comme un golemon les équations de l'autre côté. Même pas. Même pas, parce que là t'as juste, je sais pas si tu vois ce que j'ai écrit, xy égale yx le tout moins 1, sauf que yx il est dans G, donc c'est aussi une involution, donc c'est direct égal à yx. Comment ça
Puisque, Oui, c'est vrai. Oui, t'as raison. voilà. En fait, t'as même pas besoin de faire ça. Mais non, attends, tu peux faire ça. Bah, je sais pas si ça fonctionne. Je pense que oui, si tu peux juste multiplier par x, y et utiliser le fait que ça soit une involution, c'est tout. Non, en gros, attends, ce que j'avais, attends, je te l'écris, attends, je l'écris dans le chat. C'est que t'as xy qui est égal à. Putain, pourquoi il. C'est un enfer. Xy est égal à. Attends. Je Ouais, regarde un peu. parce qu'il faut écrire les x-1, laisse tomber, attends. Mais dis-moi sinon, hein, ça le fait. Bah du coup, donc, tu utilises le fait que x est égal à x-1, y est égal à y-1, donc xy c'est x-1, y-1. Mhm. Ok, première égalité, et la deuxième égalité c'est que xy est égal, comme tu as dit, le tout à xy moins 1. Mhm. Qui fait du coup y moins 1, x moins 1 si je dis pas de conneries. Quand tu inverses xy, tu te retrouves bien avec. Tu inverses aussi l'ordre. Oui. D'un produit. Oui, mais du Ouais, coup, tu retomberais sur ce que tu as dit au début. Puisque tu te dois déjà inverser en fait. Oui. Du coup, là, tu dois bien utiliser le fait que c'est une involution, t'as pas le choix d'utiliser l'hypothèse. Mais oui, ok, je vois, oui. T'as raison en fait. Et voilà, et du coup, ça c'est absurde parce que G est pas abélien. Voilà, très stylé la petite DA. J'ai bien aimé, moi. J'avais bien aimé personnellement. Mais du coup, peut-être que tu peux. Attends. Pourquoi tu pourrais pas le généraliser? En fait, l'avantage de 8, c'est que du coup, les seuls diviseurs stricts de 8 qui sont pas égaux à 1, c'est 2 et 4. Et du coup, avec 2, tu obtiens une. C'est ça. Alors, si tu avais 16 par exemple, tu aurais 8, 4, 2, et du coup, tu pourrais avoir le choix entre 4 et 2. C'est ça. Bon, j'en ai un autre d'exo si tu veux sur les groupes, si t'es chaud. Ouais. Alors, ça concerne les rangs d'un groupe fini. Alors, on a l'habitude effectivement de définir le rang d'un groupe en algèbre. Enfin, le rang d'un élément. Rang d'une application en algèbre. Bref, là, on va définir le rang d'un groupe. Donc, j'explique la définition. Donc, on prend G, un groupe. J'aurais dû tout le mettre en latex direct, comme ça, je peux tout écrire. Voilà, donc, soit G, un groupe fini, puisqu'on peut pas définir le rang des groupes finis. Enfin, le rang des groupes infinis, vu que c'est un nombre. Et donc, on définit le rang de G comme le minimum du cardinal des parties engendrant G. Minimum du cardinal des parties engendrant G. Et donc, un rappel, on dit que G est engendré par X une partie de G si tout élément de G s'écrit comme un produit, donc pour un groupe noté multiplicativement d'éléments de G. Ok, voilà. J'ai noté toutes les defs qu'il fallait, qui étaient nécessaires. En gros, c'est l'idée. Comme un produit d'éléments de G. C'est ça. Donc, en gros, ça s'écrit... ça se note comme ça. Non, parce qu'ils peuvent être engendrés par plusieurs trucs. Par exemple, si G est engendré par XY, deux éléments. XY. C'est quoi le rapport avec X? On dit que G est engendré... Ah oui, excuse-moi, oui. D'éléments de X. Oui, excuse-moi. Ouais, voilà. Okay. Bon, si on dit par exemple que G est engendré par XY, deux éléments, en gros, ça signifie que c'est l'ensemble des trucs. Donc, par exemple, j'en ai aucune idée, mais par exemple, XY, ensuite X puissance 5, X puissance 5, Y au carré, enfin bref, tous les trucs où tu fais des produits avec XY, tu fais comme tu veux. Ouais, c'est les X puissance K, Y puissance N. C'est ça, mais attention, tu peux commuter autant que tu veux, parce que le groupe est pas forcément abélien, c'est ça qu'il faut bien retenir. Ça peut très bien être XY. Genre tu l'écris plusieurs fois.
Et ça peut être différent de x puissance k, y puissance k. Faut faire attention parce qu'on n'a pas la commutativité nécessairement. Donc faut faire gaffe. C'est écrire quoi. Okay. Voilà, et du coup le rang du groupe c'est le minimum du cardinal des parties engendrant G. Ok, on pourrait montrer que ça existe parce que donc cet ensemble il est minoré évidemment par 0, enfin même par 1 parce qu'un groupe il est forcément engendré par un élément, ok. Quoique, il pourrait être de rang nul si c'est le groupe trivial, donc en fait non, je dis n'importe quoi. Il pourrait être de rang nul, ok. Et il est non vide, pourquoi? Parce qu'en fait en prenant juste grand X, la partie de G égale G, bah on a bien un truc qui va engendrer G sans problème, voilà. Ça. Donc ça existe bien, il n'y a pas de souci au niveau existence. Voilà, et donc l'exercice ça va être de montrer qu'on a alors attends, je regarde mon truc. Donc voilà, c'est ça. Rang de G plus petit ou égal à le logarithme, mais en base 2. Stylé. En base 2 du cardinal de G. Alors je vais noter comme ça le cardinal de G. Voilà. Logarithme en base 2. Logarithme en base 2 de... Voilà, voilà. Ah ouais, c'est stylé. Très très stylé. Voilà, alors, il est bizarre l'exo un peu. Mais pas trop dur je trouve, ça va. Ouais. Qu'est-ce que le logarithme va venir faire là? Et on prend G évidemment un groupe fini. Un groupe fini. En fait, il faudrait montrer que si tu disposes de log de 2 éléments de G, prenons la partie entière, tu as suffisamment d'éléments pour engendrer tout G. Donc, ok. choisir les correctement. Ok, donc choisir des éléments. Ouais, choisir des éléments qui permettent d'engendrer. C'est ça. Parce que comme le rang de G est un minimum, oui, il suffit que. Oui, ouais. Ok. Oui, c'est ça. Vu que rang de G effectivement est un minimum, on peut bien raisonner comme ça. Il suffit juste de montrer que, ok, on arrive à engendrer avec log 2 éléments de G, et voilà, c'est bon. Juste, ça serait écrit comme ça parce que c'est beaucoup plus simple à manipuler. Cette 2 puissance rang de G est plus petit que G. C'est beaucoup plus intéressant de l'écrire comme ça. Ouais. Parce que l'autre, après, ça fait apparaître un logarithme, c'est chiantos. Là, c'est facile à gérer. Voilà, bon, je te laisse réfléchir un peu. Ok. C'est les petits exos du TD. Si tu fais tout le TD groupe, tu vas tomber dessus. Ok. Attends, le truc que tu m'as envoyé sur Discord pour passage de Supasté, c'est juste un chapitre ou c'est tout? Non, tout. Ah, c'est tout, ok. Ouais, il y a tout. Ok. Le 2 puissance rang de G, en fait, il me fait penser à une sorte d'indicatrice, enfin de dénombrement où tu choisis ou non si tu prends cet élément. Oui, ok. Ouais. Bah en vrai on peut déjà comment dire, exposer le minimum, enfin pas le minimum mais la partie la plus petite qui engendre X, enfin qui engendre G pardon. Donc on va noter par exemple X0. Ouais, attends, je note dessus. Petit X0, non petit X1 jusqu'à petit X rang de G. Oui, ok, on va l'appeler XP. Ouais, P égale rang de G. Ok. Du coup, on prend ça, c'est la partie engendrant. Ouais. Donc, il faut montrer que ça permet. C'est une partie minimale. Ouais. Pour rien avoir d'autre. Ah ouais, de puissance. Ouais, mais ça paraît assez logique en fait. Parce que du coup, tu construis finalement. Ah oui, attends, c'est ça. En gros, tu prends une fonction qui va prendre ou non x1, puis il va prendre ou non x2 jusqu'à xp. Et du coup, en faisant prendre ou non, ça fait bien apparaître le 2 puissance p. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, tu multiplies par 2 le nombre d'éléments que tu peux atteindre?
C'est ça, parce qu'à chaque fois, tu as le choix entre prendre ou non, ce qui fait multiplier par 2. Ok, bon, je te laisse encore un peu méditer. C'est une piste, c'est une piste. En gros, il faudrait montrer qu'avec ça, tu peux atteindre tous les éléments de G. Donc, ça veut dire qu'en gros, il faut pas, t'as pas besoin de mettre à la puissance 2, 3, etc. Tu peux juste, avec des combinaisons à la puissance 1 des éléments de x0, tu peux arriver à atteindre tous les éléments de G. Ouais. S'il y en a qui ont des idées. C'est comment là, vous êtes en vacances? Ouais. Et donc? On est en vacances des épaules là. Ouais, on est en vacances, ouais, effectivement. On est bien en vacances. Ouais, mais on lâche pas les maths, évidemment. On lâchera jamais les maths. Mais, un petit peu, mais... ouais, un petit peu, mais on lâche un peu la pression, évidemment, mais... Tranquillou, quoi. Mais après, c'est terminé. Finito. C'est vraiment fini. Pour la site conseil, une application... Attends, je vais remettre tout l'exo s'il y en a qui veulent le voir. Voilà. Tout l'exo est là, je définis tous les trucs. Voilà. Toutes les defs sont là. Parce que... Ok. L'année prochaine, vous allez en MPI ou en MP du coup? On va en MP tous les deux. Ouais. Moi en option SI et du coup lui en option info. Mais en MP quand même. Ah, putain, option ici? Bah ouais gros. Le mec, je pensais que tu faisais option... Ah non, du coup j'ai gardé la SI. Parce qu'en vrai c'est branlette pour les concours la SI. Du coup c'est cool. C'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai fait ça, globalement. Pour le NES, il n'y en a pas en plus. Ouais. Ouais. Je crois bien. Là, c'est vrai que c'est fort. Bref alors. Ça parle, mais... Hein. C'est vrai que ça réfléchit pas beaucoup. Ouais, ça parle beaucoup, moi je trouve. Comment faire pour atteindre tous les éléments de... Je suppose par la suite que tu peux pas atteindre un élément. Ouais. Donc... Ouais, mais c'est chiant de supposer que tu peux pas l'atteindre parce que... Ouais, c'est maxi chiant. J'avais essayé un peu l'absurde au début, mais c'est compliqué. Hein. D'aboutir à quelque chose, j'ai un peu ramé dessus, voilà, j'ai pas trouvé, mais ça se trouve, je suis nul, hein, c'est possible. Pour aller en MP, ça veut dire que vous avez pris l'option SI deuxième semestre. Pour ma part, j'ai pris info, mais au final, après avoir regardé les concours de deuxième année, je suis passé. Je fais une lettre pour passer en MPI. En MP, pardon. MP option info. Ouais, c'est pas vraiment le chemin classique, quoi, mais ça passe. Ça passe, effectivement. Oui, bon, du coup. Le programme n'est pas non plus énorme. Donc ça va. Il y a la Chine à rattraper. Ah putain, merde, tu pourras m'envoyer tes cours de chimie? Ils sont sur quelle prépa hein. T'as raison. Ouais, c'est vrai ça. Ils sont sur quelle prépa? Vous allez en MP étoile? Ouais, on est en MP étoile. On n'a pas précisé, effectivement. Mais oui, on est en MP étoile. MP étoile en léger. J'ai pas d'idée là. Comment tu fais pour... Alors attends, du coup tu m'as dit que l'absurde c'était de la merde. Ouais, c'est pas ouf. Pour moi, c'est plutôt l'idée que t'avais au début, un exo de construction. Ouais. D'essayer d'atteindre... Donc tu prends un X de G. Et tu vas essayer de l'atteindre avec des X en XP. Ah mais attends, mais j'ai même pas pensé au fait que c'était un groupe fini. Ah oui, du coup, t'as les théorèmes. Enfin, le théorème. J'ai juste cut 2 secondes. Le théorème, c'est que les sous-groupes divisent. Oui. Le canal des sous-groupes. Ah oui, attends, c'est super fort ça. Et en gros. Attends. 2 secondes, j'ai juste cut le live 2 secondes parce que j'ai un truc à vérifier. Je peux pas montrer. Je vais m'en occuper.
Mais vas-y, continue. Hein. En gros, je pense que tu vas essayer de repousser le nombre. Tu vas dire, tu vas considérer l'ensemble des. Ah non, attends, je suis en train de dire de la merde. Euh, Le fait que du coup les sous-groupes divisent G, ça peut-être que tu vas construire des sous-groupes de plus en plus grands. Non, attends, non, c'est de la merde. Ça dit rien de. Ou alors tu dis tout sous-groupe de G est inclus dans la partie. Pas dans. Est inclus dans. Non, toute partie engendrant un sous-groupe de G est inclus dans X0. Oui. Mais non, c'est ça. Bon, ok, je vais t'aiguiller, t'as eu un peu l'idée. Tu vas considérer des sous-groupes, tu vas t'amuser avec des sous-groupes. Ah ouais? Ouais, et ton but, ça va être d'augmenter leur cardinal tout doucement, leurs cardinaux. Mais ça avait un peu l'idée que j'avais, mais j'arrivais pas à le formuler. En gros, c'est ça. Donc, Ouais. Soit H sous-groupe de G. Donc, du coup, tu peux considérer genre Y0 qui engendre H. La plus petite partie engendrant H. oui, Y0, c'est un élément de G. Du coup, j'enlève le truc là, ça sert à rien. Ouais, donc prenons par exemple Y0. Alors attends, je réfléchis, c'est intelligent comme notation. Plutôt Y1, c'est plus strat pour après. Ça évitera les décalages d'indices. Soit Y1 de G, ok. Et donc, qu'est-ce que tu as sur le sous-groupe engendré par Y1 ? Oh, il y a Eric Trefeu, le GOAT. Divisant. Il y a Eric Trefeu, waouh, le GOAT. Oh putain, salut les jeunes. Il est fou ce mec, complètement fou. On a adoré, Eric, en tout cas, ce que t'as fait avec Richard, voilà, exactement, j'ai adoré. Eric, j'ai une petite intégrale en ce moment là. J'ai regardé un peu ton intégrale, mais en gros, il y a une somme à la fin qui est chiante. Je pas trop l'idée pour la faire. Mais j'ai regardé une autre intégrale du coup pour toi. Carrément, tu prépares des intégrales. Ouais, je drop des intégrales comme ça là. Ah, bien vu, bien vu. Et du coup, j'ai un peu cherché. Apparemment, elle est intéressante. Je l'ai vu dans les commentaires de la vidéo d'Axel Arnaud. Et c'est un mec qui disait oui, fais ça s'il te plaît. Voilà. Ah bah il vient d'en drop une. Ah non, c'est toi tu drop. Comme ça drop. Ok, non mais ça occupe les gens. Bon du coup oui. Y1 danger. Qu'est-ce que tu peux dire sur ce sous-groupe engendré par Y1 ? C'est juste que son cardinal divise le cardinal de G, mais bon. Ok. Bon, et niveau taille, il fait quelle taille au minimum ? Oui, il y a le neutre. Enfin, ça dépend parce que si Y1 est différent de 1. Ouais, prends un truc général. On sait au moins. Du coup, on peut direct le noter pour l'instant. Enfin, alors vu qu'après ça va changer, on va plus le noter comme ça. Mais le cardinal du coup du sous-groupe engendré par Y1, c'est plus grand ou égal à 1. Bon, remarque d'ailleurs, 1 c'est 2 puissance 0. Oui, c'est vrai. Ok, maintenant, il faut augmenter maintenant. Le but c'est de prendre des éléments, d'autres éléments, et papa on augmente. Ouais. Je vois. Mais en fait, ça ressemble à une sorte de récurrence. Là, oui. Alors oui, il faudra faire une récurrence si tu veux le rédiger, mais là on va pas le faire par récurrence. Oui, non. On va juste montrer l'idée et après voilà. Mais par récurrence, ça se met très bien. Ça se fonctionne très bien. Bon, du coup, quel élément on prend et à ajouter au truc ? Alors attends, il y a Mathéo qui propale un truc. Je vais lire, mais lis pas toi du coup. Ok. Ouais, c'est sûrement ça, Mathéo. Après, on n'a pas fait le... On n'est pas encore en spé. Donc, on n'a pas encore vu tous les trucs. Si, oui, c'est pas bête. Ouais, ça, je pense que ça marche. Mais
Je trouve la preuve moins intuitive que ce que j'avais en tête, enfin ce que j'ai fait du coup. Parce que c'est ce que j'ai fait, ça, parce que je suis en train de guider, je suis en train de te guider sur ce que j'ai fait, mais peut-être qu'il y a d'autres preuves, c'est possible. Bref, Oui. quel élément à ajouter? Bon, ok. Tu considères qu'un autre élément différent, y1, y2. Ça, Ouais. tu peux dire que est plus grand ou égal à. Son cardinal est plus grand ou égal à 2 du coup. Alors du coup, tu vas prendre y2 dans quel ensemble exactement? Dans. J'aurais dit dans le groupe engendré par y1. Bah non, parce que du coup, en le rajoutant dedans, ça sert à rien. Tu vas pas augmenter. C'est vrai. Oui, justement, tu le prends pas, tu fais en sorte qu'il appartient pas à. C'est ça, à c'est l'idée. Du coup, tu prends juste G privé de y1. C'est ça. Enfin, du sous-groupe engendré par y1. Alors, il y a juste une petite truc qu'on n'a pas vu, c'est que si y1, enfin si le sous-groupe engendré par y1 est égal à G directement, ça se trouve c'est possible, hein. Ça se trouve c'est un sous-groupe monogène. Et bien là on conclut direct parce que du coup le rang de ce sous-groupe c'est 1. Enfin c'est 1. Oui. Et du coup, ça permet de dire que le rang de G est égal à 1, et du coup, c'est bon. C'est ça fonctionne très bien. Et donc G, oui, il est au moins de cardinal 1 pour le coup, vu qu'il y a Y1 dedans. Bref, ça marche. C'est bizarre, parce que si, genre. Attends, c'est bizarre. Si, parce que t'as l'ordre de Y1. Et non, justement, t'as 2 puissance 1 qui. C'est bizarre. Attends, si Y1 est égal à G, du coup, le rang Oui. est 1, et t'as pas 2 puissance 1 plus petit que. Oui, j'aurais dû dire direct. Pour éviter tous les problèmes, on prend G, un groupe fini non trivial, et on prend Y1 différent du nul. Ok. Faire de 0. Ouais, du 1. Et du coup, on sait déjà que son cardinal c'est plus grand que 2, qui est égal à 2 puissance 1. Oui, c'est mieux comme ça, effectivement. 2 puissance 1. Voilà, et du coup, le cardinal de Y1 c'est égal au cardinal de G. Et on a montré juste avant que ça c'était. Que ce truc là était plus grand ou égal à 2. Donc là, ça conclut bien sur ça. G à 2. Voilà. Finito. Sinon, du coup, on peut prendre un élément Y2 puisque il reste des éléments dans G qui ne sont pas atteints par Y1. Et voilà, sinon on peut pas le faire. Voilà, et du coup maintenant qu'est-ce qu'on fait? Bon, donc là, une fois qu'on a fait ça, donc on prend Y2 privé de E et de Y1. On va regarder ce qui se passe pour le groupe engendré par Y1, Y2. C'est ça. Et du coup, là, l'idée, c'est que on peut prendre, donc au moins, donc là, l'idée, ce serait de prendre 2 puissance 2. Oui, c'est ça, enfin d'augmenter et de multiplier au moins par 2 la taille. C'est ça, donc t'as E, t'as Y1, t'as Y2, et t'as Y1 fois Y2, qu'il faudrait montrer différent de Y1, Y2, Y2. Ok. C'est pas forcément le cas. Ouais, c'est pas forcément le cas et ça risque d'être un peu laborieux. Alors pourquoi... Ouais, tu pourrais prendre autre chose, tu pourrais pas prendre forcément Y1 fois Y2, mais... Il y a un truc... Il y a une relation et des trucs sur les cardinaux qui vont te permettre d'avancer. Je te laisse un peu réfléchir. Une relation sur les cardinaux... Alors attends, il y a une petite bataille là. Le rang, c'est pas... Ah putain, je vois pas. C'est pas un élément de G, tu parles du produit. Je ne sais pas exactement. Je vais les laisser un peu débattre. Ouais, ok. Bon. Là, tu peux faire un truc pour multiplier au moins par 2 la taille. Au moins. Au moins par 2 la taille. Ouais. Tu considères l'ensemble... Je prends un Y1, puis après tu multiplies par tous les Y2, Y2 puissance 2, Y2 puissance 3, etc. Oublie pas le fameux théorème. Oui. La taille du... Maintenant, trouve des sous-groupes entre eux là, des relations d'inclusion, des bêtises comme ça, et trouve des trucs d'arithmétique et tu vas trouver. Alors attends, t'as le sous-groupe qui est Y2, donc le truc engendré par Y2 est inclus dans Y1, Y2.
Non, c'est plutôt le sous-groupe d'avant qui nous intéresse. Quoi? C'est plutôt le sous-groupe d'avant qui va nous intéresser. Oui, t'as aussi Y1, du coup, pareil. Ah oui. Du coup, comme il est de taille au moins 2, donc... ouais, mais non, ça, c'est de la merde, ça. Alors attends, pourquoi il met ça? Y1, Y2. Voilà. Le sous-groupe engendré par Y1. Ah tiens, je vois que ça a pris les exos de Bourrigan. Oui, exactement, c'est un exo de Bourrigan. Très intéressant. Enfin, moi j'ai bien aimé l'idée. Bon, le reste de l'exo est pas intéressant, je trouve. Il y a juste cette question qui est cool. Le reste c'est nul. On suppose que P, gna gna gna. On suppose que P est le plus petit nombre d'éléments nécessaires pour engendrer G, qui est par def le rang de G. Oui, d'accord. Et alors? Ça fait quoi? Du nombre d'éléments nécessaires pour engendrer G. Ouais, d'accord, je viens de capter ce qu'il met. Son idée. Mais dans le commentaire. Ouais. Et, En gros, ouais, tu peux faire 2 puissance P produit. Et du coup, différent, oui. donc t'as au maximum 2 puissance P éléments. En fait, ça revient à ce que là j'essaie de faire dans la réalité. Ouais, mais C'est-à-dire quand t'as Y1 et Y2, essayer de trouver un produit qui est différent de ceux d'avant. oui. Mais là, c'est pas vraiment ça. Enfin, en tout cas, c'est pas ce que j'ai fait. Ça se trouve, c'est ça l'idée directe qu'il faut faire, mais moi, j'ai pas fait ça. J'ai fait un truc plus intuitif, je trouve. Bref, je sais pas si t'as vu ce que j'ai écrit. Y1 inclus, enfin, le sous-groupe engendré par Y1 est inclus dans le sous-groupe, enfin, Y1, Y2, ok? Donc, J'ai noté, mais le truc que Y1, bah, on sait juste que 1 est dedans et que Y1 aussi est dedans, mais... ok, mais sauf que t'as quoi comme relation d'inclusion entre les deux? Tu pourrais préciser un peu cette inclusion, elle est... Hein? C'est une relation stricte, c'est strict. Ouais, exactement. C'est strict. Oui, d'accord, mais alors, je veux dire, là, on dispose juste de 1, Y1, Y2, j'aimerais trouver un quatrième élément qui est différent des 3 d'avant. Là, cherche pas à trouver des éléments, cherche juste des trucs sur les cardinaux. Maintenant, théorème de Lagrange, il nous dit quoi si on l'applique sur ce sous-groupe-là? Du coup, 2 divise... ouais, c'est vrai. Ouais, c'est tout con. 2 divise le cardinal de Y1, Y2. Enfin, ouais, je pense que t'as compris du coup, mais vu que leur cardinal, enfin le cardinal du sous-groupe Y1 est strictement plus petit que celui de Y1, Y2 et qu'il y a une relation de division entre les deux, alors le cardinal de Y1, Y2, c'est au moins 2 fois celui de Y1. Ouais. Et du coup, voilà, tu conclus. Très stylé, je sais pas si tu... Ouais, je vois. par le théorème de Lagrange. Du coup, ok, ouais. Je peux trouver directement. C'est au moins égal à 2 puissance 2 et ensuite ta récurrence. C'est ça, et après tu fais une récurrence de Golemont. Et c'est fini. Il faut bien la relation d'inclusion stricte, sinon ça fonctionne pas. Voilà. Le sous-groupe engendré par Y1 et Y2 est au moins de taille de 2 fois le cardinal de Y1. Du sous-groupe engendré par Y1. Puis une récurrence, évidemment. Et ça permet de conclure. Attends, pourquoi tu as besoin de la relation stricte d'inclusion? Parce que sinon tu pourrais avoir une égalité. L'un divise l'autre. Le théorème de Lagrange, normalement, c'est censé conclure dans tous les cas. Non, parce que t'aurais pas au moins 2. Tu pourrais avoir le cas d'égalité. Genre, t'as l'ordre de Y1. En fait, écris-le avec de l'arithmétique classique. Ça revient à montrer ce problème-là, en fait. Preuve, si t'as A qui divise B, ok, et A plus petit strict que B. Voilà, et ça implique que, vu que A divise B, ça signifie que B égale KA, sauf que vu qu'ils sont différents, K c'est au moins 2. Ça peut pas être égal 1. Alors après ils sont positifs évidemment. K ça peut pas être 1 parce que sinon on aurait un cas d'égalité. Et c'est grâce au fait que A soit plus petit strict que B qu'on a ça. C'est pour ça qu'il nous faut l'inclusion stricte.
Voilà. C'est très stylé. Mais ça se trouve, c'est pas du tout la preuve qui est attendue. Ça se trouve, c'est plus la preuve qu'il a. C'est quoi? Il existe de P produits différents pour chaque élément de G. Ouais, en fait, ça fonctionne bien son truc. Ah, mais ça, il faut le prouver. Oui. Mais en fait, c'est exactement ce qu'on prouve. Enfin, Oui, en soi, oui. 2 puissance P produits différents pour chaque élément de G. Oui, mais c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure avec mon application. Là. C'est genre considérer que tu peux atteindre. En fait, ouais, c'est chelou, mais 2 puissance P produits différents pour chaque élément de G. Oui, c'est ça. En gros, ouais, en fait, t'as P éléments, t'as tes P éléments. Ouais, mais je suis pas sûr que ça fonctionne parce que qui te dit que tu peux pas itérer dessus? Bon, là, faudrait le rédiger proprement parce qu'en fait, tu pourrais très bien faire des x1 au carré ou des bêtises comme ça. Et dépasser P. Pourquoi les produits seraient différents? Je suis d'accord. C'est quoi le critère qui permet de dire ça? Je sais pas. En fait, je pense qu'il manque des infos dans son idée. Mais bon. Il manque des infos. Ah, je trouve ça plus intuitif ce que j'ai fait. Enfin, du coup, vu que je l'ai fait, c'est logique que je trouve ça plus intuitif. Lol. Bref. Du coup, c'est quoi la suite de l'exo? Tu m'as dit que c'était pas super intéressant. Après, c'est de la merde. Enfin, normalement, je t'ai skip le début de l'exo. Le début, il fallait montrer un truc sur les produits de groupe. En gros, que le rang de G1 croix G2 est plus petit que le rang de G1 plus le rang de G2. C'est pareil de la construction, c'est facile. Attends, rang de G1 croix G2. Et plus petit. Non, croix le groupe cartésien, en gros, le produit de groupe. Un produit de groupe. Ouais, oui, t'as raison. Ouais, et du coup, juste tu construis comme un golemon, ça marche très bien. Et c'est tout, il n'y a rien d'autre que j'avais. Enfin, il y en avait un autre à la fin, c'était donner un exemple de groupe de rang D et de cardinal de puissance D. En gros, montrer que l'inégalité, elle est... Elle est optimale. C'est ça, elle est optimale, voilà. Ouais, Et ça, j'ai pas trouvé par contre. J'ai cherché un peu, dans ma tête, j'ai pas d'exemple de sous-groupe de rang... Enfin, tel que on est, c'est le cas d'égalité, quoi. J'ai pas trouvé. Bah, en fait, il faut qu'il n'y en ait pas, trop. Il faut qu'il y ait suffisamment, enfin, il faut qu'il y ait juste ce qu'il faut comme élément. C'est ça. Genre, bah, en fait, je pourrais bien un groupe monogène, non? Non, bah non, du tout. Groupe monogène, il est engendré par un élément. Et c'est le problème, c'est que beaucoup de groupes qu'on connaît, c'est des groupes monogènes, en fait. Oui. Donc ça se trouve, il y a plus d'exemples en SP, c'est possible. Mais j'ai pas d'idée pour l'exemple, j'ai cherché un peu. Peut-être des groupes produits ou des trucs comme ça. Je sais pas. Je pense que ça va être un truc assez simple, mais... Puisque G est un groupe fini, l'ensemble des éléments engendrés par P, disons x1 jusqu'à xp, ne peut pas dépasser cardinal de G. Oui, c'est logique. Parce que sinon, le cardinal serait... Oui. Non, oui, je comprends sa preuve qu'il avait. Ça marche très bien, je pense. Mais c'est un... Fini, l'ensemble des éléments engendrés ne peut pas dépasser. Ça marche très bien en soi. Hein. Mais ça prouve pas du tout que les produits sont différents. Non, mais t'as pas forcément besoin qu'ils sont différents. Tu t'en fous, tu sais qu'au maximum, t'en as 2 puissance P. Et c'est tout ce qui t'intéresse. Bah non, parce que toi tu veux l'inégalité... Oui, mais du coup, au maximum, ça te fournit l'inégalité. Ah non, t'as raison, on veut dans l'autre sens. Attends, mais c'est l'inégalité qu'on cherche à avoir, c'est 2 puissance P plus petit que le cardinal de G. Ah oui, c'est ça, oui. Au maximum, on a 2 puissance P produits, mais on pourra pas en avoir plus. Donc le cardinal de G, il sera forcément... Ah mais non. Mais oui, mais attends, mais c'est tout bête. Attends, non, mais wesh. Mais c'est une dinguerie, ça. Attends, mais comment ça? Ça a l'air de marcher en plus, son truc. C'est pas mal, hein. Non, mais parce que... Ouais, 2 puissance P. Ça a l'air d'être une bonne DA. Hein.
En gros, l'ensemble des éléments qui sont du coup des produits de x1, xp, mais pas de puissance supérieure à 2. Ouais. Genre, tu ajoutes x1 fois x2 fois etc. Mhm. C'est inclus dans G. Du coup, le cardinal de ça est plus petit que. Ouais. C'est ça l'idée? Je crois que c'est ça. Hein. Mais ça serait... Non, mais c'est bizarre, ça serait trop simple. Waouh, désolé. Waouh. En réalité, tu peux prendre H8, le groupe des quaternions qui sont gérés par 3 éléments et 2. Ah voilà, des groupes chelous. Pour le cas... Ouais, mais par contre, il demande de trouver un élément pour tout D, tel qu'ils sont engendrés par D éléments et de cardinal 2 puissance D. Dans l'exo, c'est ça, original. Enfin, ouais, l'exo original, c'est ça. Du coup, c'est quasi ce qu'il a mis. Ouais, pas mal. Ouais, pas mal. C'est fatigant. Chaud ou pas pour l'exo? Ouais, vas-y, allons-y. Alors, je l'écris. Il est là. En fait, il est vraiment simple, mais je sais pas. Je vais le réécrire. Mais par contre, les exemples que tu me donnes, ils sont vraiment intéressants parce que au niveau de la compréhension de comment ça fonctionne. Ouais. Et ouais, je te donne que les meilleurs. Hein. Et ouais, pas besoin de faire plein d'exos où tu fais les meilleurs et voilà, ça passe. Ouais, mais j'en ai bouffé avant de faire ça. C'est juste, je tombe sur des exos. Mais en vrai, en ce moment, les exos bourrigans, je prends juste. Je prends que les exos avec des plus et je les fais. Moi, c'est un peu ça sur les TD bourrigans, je regarde vite fait. Ouais, je regarde un peu ce qui m'attire. Oui, je sais que H8 donne bien l'égalité. Mais sauf que là, on te demande de dire ok, faut trouver un exemple de sous-groupe dont il est engendré, donc il est de rang D, ok, il est de rang D et de cardinal 2 puissance rang de D, en gros. Et là, c'est que H8. Je sais pas si le groupe des quaternions, on peut, enfin peut-être que... Ah mais si, parce que c'est ça. C'est pas une histoire en mode toutes les puissances de 2, genre après tu généralises les complexes aux quaternions, puis ensuite aux octonions, etc., etc. Et oui, c'est pour ça que ça fait des puissances de 2. Putain, c'est pas con, hein. Parce que ça fait des puissances de 2. Ouais. Je crois que c'est ça, hein. Enfin, je pense. Oui, mais il me semble que du coup, à chaque fois que tu demandes de puissance, tu perds des... Oui, mais du coup, je sais pas si tu peux y aller jusqu'à jamais t'arrêter, quoi. Mais oui, c'est bien parce que justement, si tu fais 16, je crois que tu perds l'associativité, donc ça serait plus un groupe. Ouais. Ouais. Bon, j'ai réécrit l'énoncé. X, Y au carré. Voilà, c'est ça. Je pense qu'en fait, il faut juste montrer le truc du milieu. Après, c'est symétrique, le problème. Juste l'égalité de gauche. Je pense que ça suffit. Ouais, c'est ce que je pensais aussi. Ouais. Bref. Bon, je pense qu'il faut l'appliquer en bourrin. Jusqu'à trouver des trucs. Si on l'applique à... faut faire pop un Y. D'accord que c'est un anneau et il y a un groupe abélien, donc on fait un peu ce qu'on veut dedans. Donc bah, ce que tu me disais, là, le fait que ça soit on prenne un anneau et pas un groupe, c'est justement, je pense que c'est pour pouvoir développer des expressions comme 1 plus x au carré. C'est pour pouvoir faire des opérations comme ça. Ah, c'est stylé ça, par contre, il m'a dit. Attends, je lis juste le commentaire. Le groupe des quaternions te donne aussi le cas d'égalité dans le problème des 5 huitièmes. Ouais, je connais, c'est comment ça s'appelle? C'est pas la probabilité que deux éléments commutent, un délire comme ça. Je sais plus exactement. Non, c'est plus ça. C'est ah, je sais plus, je me souviens plus. Mais j'ai déjà vu l'exo, je crois que je l'ai même déjà fait. Il est là-dedans. Il est costaud, je crois. Ça, tu considères le centre et tout. Une bêtise comme ça. Ah voilà, c'est ça. Et voilà, c'est ça. La probabilité que deux éléments de G commutent est de 5 huitièmes.
C'est stylé. Enfin, est majoré par 5 huitièmes. Ah ouais, c'est ça. Pour un groupe fini non abélien. Et donc apparemment l'exemple des quaternions donne le cas d'égalité pour cette inégalité. C'est un stylé, ok. Très stylé. Je ne savais pas. Bref, revenons à notre petit problème. Donc j'essaie d'écrire des trucs un peu. X plus Y. X carré plus Y, c'est ce que je te disais. Ouais. Il faut l'avoir sympa pour X carré plus Y. Moi j'ai envie de tenter des trucs comme ça parce que ça fait des bons produits. Ça fait des produits XY et en même temps au carré. Ça fait des trucs cool. XY. Puissance 4. Ça fait 1 plus Y. 1 plus X. Voilà. En gros. Et au carré. Oui, au carré évidemment. Au carré. Y 1 plus X. Ouais. Mais là tu vois le problème c'est que il n'y a pas de. Enfin X n'est pas au carré ici. Donc tu vas pas avoir un produit. Avec ce que j'ai écrit? Ouais. Bah si, justement, il est au carré. Oui, mais enfin, je veux dire, Y et X, donc tous les deux sont le même nombre de puissance. Et à la fin, tu veux quand même X carré Y. Ah oui, effectivement. Et bon, en vrai, il peut être un monde, ça marche. Bon, je vais voir. Il faut développer chiantos là, chiantos. C'est quoi ça? 1 plus 2y plus y carré. Ensuite, plus 2x. Ah non, putain, là, chiant. Si c'est ça, plus 2x. Plus 4xy. Y carré est égal à Y. 2x. Mais qu'est-ce qui permet d'échanger X et Y? Fort, Justement, à la base, c'est un anneau, mais pas commutatif. fort pitié, hein. Oh, c'est un supplice que tu es en train d'écrire là. Ah vraiment, c'est bon, j'ai tous les termes. Oui, mais du coup, là, le thème qui m'intéresse, c'est 2YX carré. Ouais, Enfin, pas vraiment, parce que normalement, on veut plutôt à l'inverse. Mais... ouais. Et je vais écrire l'autre côté de l'égalité du coup. Qui est rien d'autre que 1 plus YX. Enfin non, 1 plus X plus Y plus YX. C'est ça, hein? C'est ça. Voilà, et du coup on va pouvoir faire sauter quelques termes. Y plus YX. Si j'ai pas fait d'erreur de calcul, hein. Normalement, ça doit être bon. Hein. Non, alors non, attends. Le tout au carré. Hein. Ah oui, putain, bien sûr, oui. Du coup, c'est un supplice encore une fois. Ah ouais, fort pitié. Ah, c'est vraiment. Ah ouais, c'est lourd. C'est... Il est fatigant. XY au carré égale X, YX. Qu'est-ce qu'il a écrit, Mathéo? Y, XY au carré égale YXY. Mais tu vois, c'est bizarre parce que t'as pas le droit de communiquer comme ça le Y et le X. Bah ouais, c'est le délire. Oh, j'ai pas envie de foutre ça au carré, moi. Y'a pas une strat pour appliquer l'hypothèse, là? Tu as écrit 4XY. Effectivement, j'ai écrit 4Y. XY ne commute pas. En fait, le but de l'exo à terme, c'est de montrer que A est commutatif. Oui, c'est ça. Mais alors attends, je vérifie parce que ça se trouve j'ai fait une erreur en écrivant, j'ai justement commuté sans faire exprès. Oui, à la fin j'ai commuté là. Là j'ai commuté. Ah le bâtard. Ah si, c'est bon parce que c'est Y en premier. Non, attends, t'as... Non, c'est X au carré en premier. Et après t'as Y. Là j'ai commuté. Et du coup ça veut dire que tu peux juste écrire 4XY carré. Mais en fait... Ah non, bah non, pas du tout. Avant. Normalement c'est 1 plus X plutôt au carré fois 1 plus Y plutôt au carré. C'est pas grave, ça change rien en soi. Ouais, mais... Puisque après j'ai tout changé. Ah oui, t'as raison, bah oui, du coup à la fin ça fait XY ici. Bon, c'est pas grave, tant pis. Ça fait XY ici. Ok, et du coup faudrait s'amuser à foutre ça au carré. C'est fatigant. Ouais, mais est-ce que ça va aboutir hein? Parce que ça c'est 1 plus X carré, plus Y carré,
plus xy au carré, ça c'est sûr que c'est ça, et ensuite il faut ajouter des 2 de partout. Plus 2x, plus 2y, plus 2xy, voilà. Ça c'est la base. Là j'ai juste fait avec le 1. Ouah, chiant, la gêne que c'est. Ça fait 16 termes gros, ça fait 16 termes. Si par contre c'est cool, ça fait pop des xyx ou des bêtises comme ça là. Attends, plus. Je vais m'y atteler, je vais m'y atteler. J'ai pas du tout envie. 1, 1, 1, x plus y plus xy plus x fois 1 plus carré. Non, attends, ça fait combien de termes? Au carré. Oui, ça fait 16 termes, on est d'accord. Hein. Oui, en plus je crois qu'à la fin ça va tout. Enfin ça va s'annuler, je sais pas pourquoi je le sens pas. Tu sens que ça va pas marcher ou ça va marcher? Je pense qu'on va arriver à 0 égale 0 et on aura bien dans le cul. Ah, il y a moyen, ouais. Y plus yx plus y. Pas si sûr, hein. Pas si sûr. Oh non, ouais, peut-être pas, je sais pas. Parce que moi, ça m'a l'air intéressant quand même. 2x, 2y, là, il y a déjà des trucs qui sautent, donc ça, c'est cool. Ok, bon. Juste, je sais pas développer rapidement les deux termes, là, ça m'emmerde un peu. Comment on développe vite, déjà? Ensuite, il faut faire tous les termes en x, donc ça doit être 2x encore. Ah non, je l'ai déjà développé avec lui. 2xy plus 2x au carré, y au carré, y. Ça, c'est cool, tu vois. J'ai l'impression qu'il va manquer des termes dans ma bêtise, là. Ok, je crois que j'ai une égalité, c'est bon, j'ai l'égalité. Et ça marche ce que j'ai fait ou pas? Alors, j'en sais rien du tout, mais attends, je vais simplifier maintenant. 1, 1. T'as développé? Là, en fait. En fiche, un tel supplice. T'as tout développé, là? Ouais, j'ai tout développé les deux côtés. Putain, quel supplice. Fort pitié, hein. Alors, je vais le développer proprement pour être sûr de pas faire n'importe quoi. Y ici. 1 plus x. Ah, c'est cool, il y a un truc qui se factorise bien. Au carré. Non, pas au carré ici. Je suis assez abruti. Au carré ici. Voilà. Ça, c'est le délire qu'il faut foutre au carré. Alors, attends, là, il y a été un plus. Ça fait 1 plus 2x plus x au carré. Plus 2 fois 1 plus x. Fois y. Fois 1 plus x. Costaud. Plus y au carré. Plus 2yx. Plus 2yx au carré. C'est costaud, hein, le petit développement, on se régale. Hein. Pas mal. Petit exo. Alors attends, petit exo, montrer que pour tout n, il existe un unique groupe Q sur Z. C'est les groupes quotients. Je connais pas. Faudrait go faire ça parce que. Les gros, on connaît pas les groupes quotients. Hein. Jamais de la vie on fait ça. Hein. Tout n dans N il existe. Il me semble que tu n'as aucune base en groupe quotient. Il n'y a pas besoin d'avoir les bases. Là j'en doute. Les plans, il faut s'intéresser à ça pour avoir les bases. Putain, mais c'est un supplice. Je suis en train de faire, ça arrive soon. Là. Ça arrive soon là? Ouais. Oh putain de merde. J'ai inversé un. Ah putain. Ah là t'as bien le seum, hein. Quand t'as inversé un truc, t'as. Aïe, c'est bon, ok, c'est bon, j'avais rattrapé le coup. C'est fatigant. En vrai c'est cool parce que ça fait pop des vrais termes cool. C'est bon, je l'ai le développement. Ok. Je crois que j'ai la bête. Oh non, j'ai inversé un terme. Ah, je vais me foutre en l'air. C'est faux depuis le début. Quel bouffon. Ça, je crois que c'est bon, je l'ai. Ah, j'ai factorisé du mauvais côté le Y, putain. Non, zombie. Oh, y'a ça zombie. Attends, je vais refactoriser, ça va le faire. J'ai juste à changer l'ordre. Alors, attends. Ah, j'ai ça, du coup. Si j'ai pas fait d'erreur, normalement. On va voir ce que t'as et on comparera avec ce que j'ai. 1 plus 2x plus x carré.
truc un peu infâme. Ça m'étonne pas de toi. Comme par hasard. Les accusations vite là. Pourquoi il y a deux fois 1 plus 1 plus Ok. 1 plus x facteur de y? C'est de la merde de Que fou. dire d'un groupe dont le seul automorphisme est l'identité? Stylé. Un groupe fini dont le seul automorphisme est l'identité. Bah, j'aurais dit que c'est. Attends, c'est bizarre. Un seul automorphisme. Moi j'aurais propal un truc. Moi j'aurais dit que c'était le groupe. Un groupe. Trivial. Ou alors. Un groupe trivial, mais. Groupe fini. Parce que pour n'importe quel autre groupe, tu peux lui trouver un autre. Ouais, c'est sûr que c'est un groupe trivial. Parce que pour n'importe quel autre groupe, tu peux faire. Genre par exemple, si tu as A1 jusqu'à AN les éléments du groupe, et bah tu peux construire bêtement un automorphisme, genre en prenant un A1 et tu le fous à par exemple A5, etc. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, tu peux construire beaucoup d'automorphismes en fait en soi. Tu peux en construire n factoriel, un truc comme ça doit être du combinatoire. Au premier, t'as n possibilités, n-1 du coup. Puis au deuxième, t'en as n-2. Ça doit être du n-1 factoriel, donc ça doit être un groupe trivial, je pense. Je pense, je sais pas, je propale comme ça. T'en penses quoi? Ouais, mais fais gaffe, hein, il faut que ça soit un automorphisme, hein, donc il faut que ce soit un morphisme surtout. Ah putain, c'est vrai, un morphisme, je suis con, j'avais oublié. Sinon, Ouais, mais ça impose encore plus de conditions, ouais, c'est sûr que c'est ça. ouais, en fait, ouais. Le seul automorphisme, c'est l'identité, ouais, c'est un groupe assez rigide, quoi. Indice Z sur 2Z. Ah d'accord, donc ce n'est pas ça. Ouais, c'est un morphisme. Bon, attends, je finis juste de développer la bêtise que je suis en train de faire, et après, je regarde. Tu me dis c'est pas la même chose. Bah, tu regarderas parce que je vais pas pouvoir, vu le nombre de termes qu'il y a, je vais pas m'amuser à te énoncer les termes. De 1 plus x, 1 plus x, donc là ça fait du 2y. Ah mais attends, je l'ai déjà mis le 2 ici. Oh le con, oh le con. Le problème c'est qu'à la fin il reste 3 termes des deux côtés. P premier, Z sur PZ, P premier, non. En vrai, comme ça, bon bah j'aurais dit Z sur MZ, mais. Z sur 3z contre-exemple. Bah non, du coup, parce que 3 est premier. Non, justement, ça marche pas pour les Z sur PZ. Ok. Ok. Bah c'est peut-être les Z sur 2KZ. Waouh. Et pourquoi Z sur 2Z, ça vérifie les mêmes C. Ça fait fort. Ça permet. Ouais, non, c'est vrai. Peut-être de cardinal 2. Je sais pas. Bon, je finis de développer ça parce que je pense à deux trucs en même temps, là, c'est pas bien. Donc ça se fait du 2xy, 2xy. Bon, je simplifie un peu les termes parce que j'ai du 4xy ici. En fait, le problème, c'est qu'à la fin, il reste 3 termes des deux côtés de l'égalité. Du coup, je vois pas comment continuer. Ok, j'ai un truc déjà plus clean. Ouais. Non, aucune indication, rien du tout. Il a donné l'indication. Il a dit je vais t'aider, c'est un oral XENS ulm. Ouais. Ouais. J'y crois moyen, moi. Avoir la totale. Et ensuite, une fois qu'on l'a, essayer de trouver des preuves. Alors je regarde ce que je suis en train de... Ou isomorphe à Z sur 2Z puissance n. Alors 2 secondes. Il a lâché l'indication. Il a lâché. Il l'a dit. Donc, du coup, trivial, c'est ce qu'on disait, ouais. Bon, évidemment que trivial, ça marche. Isomorphe à Z sur 2Z.
Ouais, excuse-moi, on m'a appelé. Ouais, attends, ouais. On fait deux exemples en même temps, c'est pas bien là. Ouais, non. Mais en vrai, je laissé tomber là l'exo. Moi j'essaye un peu d'avancer, si ça marche pas, j'abandonne. Globalement, dans 1 ou 2 minutes, j'ai abandonné. C'est pas intéressant, niveau intuition. En vrai, ouais, c'est pas top. C'est 2x. une petite strat de con. Bon, du coup, là, il reste Donc déjà, 0, 2x, y au carré. l'implication, elle sort du néant. Ok. En vrai, il y a une DA. Au final, c'est ça l'égalité que j'ai à la fin. C'est ce que j'avais aussi. En gros, non, attends, non. C'est pas ce que j'avais. Tu n'avais pas Tu ça? vois bien qu'en plus, ça marche pas, tu vois bien, parce que si x et y commutent, il y a un problème. Tu parles beaucoup. C'est vrai que je parle beaucoup, mais tu vois, si x et y commutent. Bah Ah non, oui, du coup, bien ça vu. marche. Comment ça? Ah oui, bien vu. Genre là, t'arrives, tu vois ça, tu dis bah oui, bien sûr, isomorphe à z française. Ah ouais, bien vu ça. Bravo. En vrai, ouais. Bah, du coup, les z sur 2 scène, évidemment qui marchent, mais après, montrer qu'il n'y a que cette forme-là qui marche. En fait, le truc qui est chiant dans l'exercice, c'est que la seule hypothèse que tu as, c'est le seul automorphisme est l'identité. Et du coup, mathématiquement, c'est super chiant d'écrire ça, parce que Ouais. ça veut dire quoi? Allez hop, l'exo. Finito l'exo de con là. Exo de con, fini. On passe à autre chose. Ok, donc c'est quoi? J'ai le seul automorphisme. Alors, soit G fini, dont le seul automorphisme est l'identité. Identité, ok. Et donc, l'idée, ça serait soit G trivial, on va dire G non trivial, comme ça on évacue direct le cas. Parce qu'on s'en bat les couilles en vrai, trivial. Isomorphe à Z sur 2Z. Mais du coup, c'est dommage parce qu'on n'a pas l'étape de recherche qui nous aiguille pour la preuve en général. Comment arriver à Z sur 2Z puissance n? C'est ça. En fait, c'est malin de remarquer que Z sur Z marche, et ensuite d'essayer des trucs comme ça, mais. Ouais, mais ça sort quand même du chapeau, hein. C'est vrai. Mettre bébé, Z sur 2Z. Fonctionne, ok. Je note, hein. Z sur 2Z, ça fonctionne. Isomorphe à Z sur 2Z puissance n. En fait, ce qui est un supplice là, c'est que c'est les groupes produits ensuite. Z sur Z puissance n. Ouais. Je pense que du coup, tu peux vérifier aisément l'autre condition dans l'autre sens. Que pour Z sur 2Z puissance n, ça fonctionne aussi. Je pense que tu le vérifies. Ouais. Vu que Z sur 2Z, ça fonctionne. Ouais, ok. Ok. Mais en fait, ah non, attends, en vrai, je retire ce que j'ai dit, parce que en vrai, groupe produit, finalement, une fois que tu l'as produit, enfin, une fois que tu l'as prouvé sur un seul groupe, tu peux l'étendre facilement à. Ouais, je pense que j'ai pas essayé, mais ça doit marcher. Je pense que ça marche. Attends, j'ai même pas vu isomorphe, c'est pas mal, juste Z sur Z, c'est isomorphe à Z sur Z. Ouais, c'est ça. Ah ouais, donc tout. Ouais, mais non, parce que, ouais, remarque. En gros, c'est... Isomorphe sur Z, ouais, tu composes des isomorphismes, et ça fonctionne. Ah oui, tu composes des isomorphismes, oui. C'est pas une bêtise comme ça, du coup? Ouais, ça c'est pour. Bon, c'est. Non, le plus dur c'est de montrer qu'il est de la forme. Ouais, en fait, c'est trop chiant parce que l'isomorphisme se traduit... Enfin, le seul isomorphisme, comment tu le traduis, comme tu disais? Ouais, c'est ça, mathématiquement c'est relou. Ouais. Parce que. Je vois même pas quel DA. Enfin, je vous laisse chercher l'exos. Vous pouvez facilement trouver une réponse sur internet, il est connu. Ok, A. A, Jean Palazzolo. À plus tard. A pour d'autres exercices.
Des exercices infâmes. Ouais, j'espère juste qu'il n'y a pas de hors-programme, parce que je les connais, ce genre d'exo de con. Ok, ouais, je vois même pas comment faire parce que un absurde, ça serait de la merde. Euh, Il faut essayer de trouver des conditions. Ouais, mais elles sont trop bizarres à sortir, les conditions. Ouais. Z sur 2Z. Ouais. Bon, on vérifie que ça marche avec Z sur 2Z, ok. Déjà, vérifier que ça marche avec Z sur 2Z, c'est pas si facile, hein, je sais pas. Si, en soi, vu qu'il y a... Il y a deux éléments, bon. Globalement, les seuls automorphismes que tu peux produire, enfin, les seules applications bijectives que tu peux produire, t'en as pas beaucoup, hein. À part l'identité et celle qui inverse les éléments, et après tu prends juste celle qui inverse les éléments et tu montres qu'elle est pas, enfin que c'est pas un morphisme. Je pense que tu peux conclure direct avec ça. Je pense, hein. Propal, c'est ça la conclusion. Ok. Comme le seul automorphisme c'est l'identité, ça veut dire que t'as aucune. T'es obligé que ça soit. Enfin, si tu prends un morphisme, un endomorphisme, soit il est pas injectif, soit il est pas injectif, soit les deux. Donc en gros, tu vas avoir des collisions ou tu vas avoir des éléments qui sont pas atteints. Donc en gros, tu dois pouvoir réaliser plein de groupes avec ça, mais ensuite il te restera quand même une infinité, donc pour montrer que c'est de la forme Z sur le Z. Ouais, en fait, faut montrer que c'est isomorphe à Z sur 2Z, parce que la condition nécessaire est évidente à démontrer. C'est juste tu composes, comme tu as dit, les isomorphismes et c'est fini. Et le jeu est fini. Mais comment le prouver? Comment? Réflexion en cours, on va voir. Waouh. Je vais prendre ma tête et je chercherai. Ouais, moi aussi. De temps en temps, je vais peut-être te laisser là, c'est 19h10. Oui, moi aussi, en fait, je suis en train de... C'est vrai qu'il est 19h, effectivement. Eh bien, je crois qu'on va y aller. Eh ben écoute. Ok. Ouais, je quoi, 47%? Mais comment ça, mon ref? Toujours plus. Comment ça, 47%? Ah, gros, j'étais à 80% tout à l'heure. Ça fait quoi? Ça fait combien de temps qu'on live là? Je sais pas, 1h30. Un truc comme ça. Ça fait 1h30. Putain. Costaud, hein. Bon, écoutez,